Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur EDEM TV officiel. Vous comprenez déjà qu'il s'agit bien sûr d'un autre cadre. Et nous sommes venus rendre visite au docteur Noël Tchani Modian-Vita, le président d'un grand parti politique en République démocratique du Congo, candidat à l'élection présidentielle de 2018. Aujourd'hui, a-t-il désarmé, bien sûr dans sa lutte? Je ne sais pas. Tokokota na muzindo ya makambo na ye. Tokokota pesa na muzindo. Tokolobela mambo est, tokolobela makambo ya mboka, tokolobela polémique autour ya mambo identité na ye, mambo lobaka mingi, est-ce que batu mususu bazaka batu vraiment ya ba territoire na ye, tokolobela makambo eze belé. Et nous allons parler du mini plan Maréchal pour la province na biso, entre autres le Grand Kasaï aussi. Il va essayer un peu de nous parler pourquoi mini plan Maréchal. Voilà, tout ça sont des questions autres épingler la carte émission Nabiso, Bozala vraiment Nabiso, du début jusqu'à la fin. Bolanda sous mise au point à Makambo et à le IGF. Chers compatriotes, Bolanda Biso, Tina Souka pour comprendre la vérité. C'est parti. Président, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, je vois. Je me porte comme un charme. Oui, ça fait longtemps là. Ça fait quelque temps que j'étais en déplacement, je suis revenu maintenant. Ah oui. Vous êtes en déplacement chez vous, dans votre province, votre territoire. Comment vous avez vu quand même le parent aussi de Francis Kalombo, non? Puisqu'il est de votre territoire. Vous connaissez aussi chez eux? Pardon? Francis Kalombo, je parle de Francis Kalombo. Vous connaissez Francis Kalombo, non? Il est aussi de votre territoire. Comme vous venez de là, je demande, est-ce que vous avez vu quand même aussi ses parents? C'est simple que ça, non? Ma question est simple. Chez moi, il n'y a pas de Rwandais. Pardon? Chez moi, il n'y a pas de Rwandais. Donc, chez moi, il y a des gens qui sont de père et de mère, congolais, originaires de là. Mais chez moi, il n'y a pas de Rwandais. Non, Francis Kalombo est de votre territoire. S'il vous plaît, je ne suis pas venu ici pour des futilités. Je vous ai dit que chez moi, il n'y a pas de Rwandais. Et je ne veux pas passer plus de temps sur des futilités. Ok. Chez lui, il n'y a pas de Rwandais. Là, je ne sais pas. Francis Kalombo de quelle province? Puisqu'on dit que chez lui, il n'y a pas de Rwandais. Bon, pas mal. La proposition de père et de mère, où en sommes-nous aujourd'hui? Elle est toujours au niveau de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale va la programmer au moment opportun. Pour l'instant, vous savez que pour faire entrer cette proposition en vigueur, il faut qu'elle soit incorporée dans la loi électorale. Ouais. Et qu'elle entraîne aussi une modification de la Constitution. Pour l'instant, le pays étant dans la période d'état de siège, on ne peut pas modifier la Constitution tant qu'on n'a pas levé d'état de siège. Donc c'est ça qui fait que pour l'instant, cette proposition se trouve à l'Assemblée nationale et on ne fait rien, on ne va rien faire tant qu'on n'a pas levé l'état de siège pour modifier et la loi électorale et la Constitution aussi. Parlons de la loi électorale. Donc, parlons des élections seulement, qui pointent déjà à l'horizon, c'est d'ici décembre 2023. L'enrôlement, c'est pour le mois de décembre. Vous êtes déjà prêt? Bon, l'enrôlement, ce n'est pas moi qui fais l'enrôlement. Il y a des institutions publiques qui sont responsables de faire l'enrôlement des citoyens congolais. C'est à ces institutions-là qu'il faut poser la question si elles sont prêtes pour faire l'enrôlement. Moi, ça ne me demande pas du temps pour me faire enrôler. Il suffit simplement donc d'aller au moment où les guichets sont ouverts et puis on se fait enrôler. Et on invite tous ceux qui sont les nôtres d'aller se faire enrôler. Donc, mais la question est de savoir est-ce que les institutions qui sont supposées faire l'enrôlement sont aussi prêtes que nous sommes prêts. Si elles sont prêtes, tant mieux. Et nous voulons que l'enrôlement soit fait le plus rapidement possible, non seulement sur l'ensemble du territoire national, mais je souligne, il est important qu'on puisse enrôler aussi les Congolais de la diaspora. Les Congolais de la diaspora, j'ai vu que la CENI a retenu quelques pays. 5 pays à peu près. L'Afrique du Sud, les États-Unis, le Canada et la France. La France. Je ne sais pas le quatrième, je ne sais pas la Belgique aussi. Oui, la Belgique. Oui, moi je dirais qu'il faudrait élargir cela pour ne pas se limiter simplement à ces 5 pays-là. Il faudrait par exemple toute l'Union européenne, qu'elle soit autorisée à voter. Les États-Unis, le Canada, c'est très bien, mais toute l'Union européenne donc, doit être autorisée à voter. Mais
parmi les pays africains, il y a des pays où il y a une grande affluence de Congolais. Il faudrait qu'on puisse élargir cela pour ne pas se limiter simplement à l'Afrique du Sud. Et je tiens à ce que les Congolais de la diaspora soient autorisés à voter, qu'ils soient enrôlés, qu'ils soient recensés. Et je crois que ça donnera plus de légitimité à nos institutions parce qu'une grande portion de la population congolaise avait quitté le Congo pour des raisons que tout le monde connaît, politiques, économiques, est allé se réfugier donc dans des pays étrangers. Donc aujourd'hui, organiser les élections au pays en ignorant donc la diaspora, je pense que ce n'est pas la meilleure chose donc à faire. On va organiser les élections dans 5 pays, et dans 5 pays bien sûr où se trouvent les Congolais sur le plan international. Président, j'ai une préoccupation. Notre constitution interdit la double nationalité ou une deuxième nationalité concurrente à celle de notre. Ça, c'est un. Deux. La majorité des Congolais ont déjà changé de nationalité. Ces gens-là vont-ils participer aussi au vote? Seront-ils enrôlés comme candidats? Quoi? C'est pour cela que je ne fais que répéter la nécessité et l'urgence d'adopter la proposition de loi Tchani de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté, mais également d'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Une fois que cette loi est adoptée et entre en vigueur, ça résout tous ces petits problèmes-là. Pourquoi? Parce qu'un Congolais reste un Congolais, quels que soient d'autres papiers qu'il peut détenir. On s'en fout éperdument d'autres papiers qu'il peut détenir. Donc, il faut que le Parlement comprenne que la loi de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté, c'est une loi qui vient régulariser une situation d'irrégularité. Pourquoi? Parce que même les gens qui sont à l'Assemblée nationale, ces gens-là, il y en a plusieurs qui ont des nationalités étrangères et qui se cachent. Ça ne sert à rien de se cacher. Il faut assumer ses responsabilités. Il faut qu'on adopte la loi publiquement, officiellement, et que maintenant, tous ceux qui ont ces papiers-là redeviennent Congolais. Aucune question ne doit leur être posée. Je pense que ça, c'est la situation normale que nous devons tous souhaiter voir entrer en vigueur. Donc, voilà. Très bien. Parlons de l'Est. Aujourd'hui, ça tire à gauche, à droite. On a vu récemment les ministres de la Défense aller même au niveau de la Russie, visiter des entrepôts, bien sûr, de Russes et consorts. Ça peut nous amener jusqu'où cette question de l'Est? Dans la question de l'Est, j'ai toujours dit qu'il faut que la RDC s'assume en tant que pays. On ne peut pas être un pays indépendant, souverain, dont la sécurité est assurée par d'autres pays étrangers ou par d'autres organisations extérieures. J'ai parlé de la question de la MONUSCO. La MONUSCO aujourd'hui est devenue une honte pour nous. Il faut que la MONUSCO et le gouvernement, les Nations Unies et le gouvernement s'entendent sur une date précise de la fin des activités de la MONUSCO en République démocratique du Congo pour que la MONUSCO parte de la RDC et que les Congolais, les forces armées de la RDC, la police nationale congolaise, les services de sécurité s'assument et deviennent responsables donc de nous assurer la sécurité. Maintenant, dans la recherche de ces solutions-là, en tant que pays souverain, la RDC est tout à fait libre et capable de pouvoir contacter n'importe quel pays qui veut travailler avec nous pour arriver à mettre fin à cette situation d'insécurité. On a entendu pendant les 3 dernières années, le gouvernement nous présentait ce qu'ils appellent le partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons tous salué cela. Mais un partenariat stratégique est basé sur quoi? Quel est le contenu de ce partenariat stratégique? Quand nous sommes menacés, nous sommes agressés, notre territoire est envahi, les partenaires stratégiques restent à l'écart comme si rien n'était. S'ils restent à l'écart, autant aller trouver d'autres partenaires qui peuvent venir donc nous aider. Et c'est ça que je pense le gouvernement devrait faire. Tous les pays du monde devraient être les bienvenus pour aider la RDC à se débarrasser de cette épine qui se trouve sur notre dos et qui a envahi Bunagana et d'autres territoires à l'est de la République. Tendre la main à la Russie, ça ne risque pas de nous créer encore des soucis sur le plan international? Et j'ai bien dit, et je ne veux pas citer tel ou tel pays, en tant que pays souverain, nous devons avoir des bras tendus à l'égard de tous les pays du monde. Nous avons tendu la main d'abord aux États-Unis d'Amérique. Et pourquoi ils ne viennent pas en aide à notre égard? S'ils ne peuvent pas donc venir en aide, on ne va pas rester éternellement donc à attendre qu'eux décident de venir.
Si les États-Unis veulent nous aider, qu'ils nous aident aujourd'hui, parce qu'ils sont les premiers qui étaient contactés, les premiers avec qui nous avons signé cet accord de partenariat stratégique. S'ils ne veulent pas nous aider, en ce moment-là, la main sera tendue à tous les autres pays de la planète. Rentrons en RDC. Sur le plan national, il y a des acteurs politiques qui peuvent aujourd'hui endosser l'insécurité de l'Est. Je ne comprends pas la question. Sur le plan national aujourd'hui, connaissez-vous les acteurs politiques congolais qui peuvent endosser plutôt la responsabilité ou la cause de l'insécurité de l'Est et qui méritent la prison? Bon, ça, moi, je ne connais pas, mais je dis simplement que tout Congolais qui n'est pas loyal à la RDC et qui peut s'associer ou soutenir des pays agresseurs, ce Congolais-là, il est dangereux. Donc, je ne peux pas faire la liste ici parce que je ne connais pas cette liste-là de façon exhaustive. Mais tous les Congolais doivent pouvoir soutenir les FARDC, la police nationale congolaise, les services de sécurité congolais dans leur quête de rétablir la souveraineté nationale, c'est-à-dire chasser les envahisseurs rwandais et ougandais qui sont sur le sol congolais pour que nous puissions récupérer l'intégrité territoriale et la totalité de notre territoire. Maintenant, au passage, s'il y a un Congolais ou deux ou plusieurs qui se mettent sur le chemin et qui empêchent cela et qui soutiennent la cause des agresseurs, ces Congolais-là sont des ennemis. En ce moment-là, nous devrons être en mesure de, si on les identifie, de les traduire en justice, de prendre toutes les mesures coercitives qui puissent montrer que ce ne sont pas des bons citoyens à l'égard de notre pays. Nous voyons la présence des Burundais sur notre sol. Ces soldats burundais peuvent aussi nous apporter un plus. Moi, je crois que c'est une grande humiliation qu'un grand pays comme la RDC aujourd'hui se fasse assister militairement par ces petits pays-là du Burundi. Tout comme tous les autres pays que nous sommes en train d'appeler à l'est de la République, je crois que c'est une humiliation. La force régionale. Hier, c'était la RDC sous Maréchal Mobutu qui était capable de pouvoir même enlever les présidents de ces pays-là et mettre qui on voulait. Et aujourd'hui, on s'est fait assister par les forces armées de ces pays-là. Moi, je crois que c'est une humiliation. C'est à cause de quoi? Bon, c'est à cause de quoi? Moi, je ne connais pas. C'est à cause de quoi? Je dis simplement que... Pourquoi notre pays a assombri? On a manqué de vision, on a manqué de vision, on a manqué de leadership. Il fallait investir dans l'armée pour qu'on ait l'armée la plus puissante d'Afrique. Je vois les classements qui sont faits qui montrent que les FARDC constituent la 8e plus grande armée africaine. Mais la 8e plus grande armée africaine qui n'est pas capable de déloger des petites armées qui sont classées après elle sur le classement africain. Donc, il y a un problème. Donc, moi, je crois que nous devons réinvestir dans l'institution Forces armées de la République démocratique du Congo, avoir l'armée la plus puissante d'Afrique, une armée dissuasive, une armée capable de défendre l'intégrité du territoire national, une armée capable de repousser n'importe quelle menace militaire venant d'un pays voisin. C'est ça l'armée que nous devons avoir. Alors pour y arriver, il y a des investissements qu'il faut faire. Ces investissements, non seulement dans les hommes, mais aussi dans les équipements, dans la formation. Et dans les hommes, il faut non seulement bien recruter les militaires en nombre suffisant pour qu'on puisse avoir une masse critique, mais également, au-delà de ça, après leur avoir donné la formation, il faut les rémunérer comme il faut. Les salaires de nos militaires doivent leur permettre de vivre correctement, pas leur donner donc 100 000 francs, 200 000 francs congolais. Mais quand on leur donne des salaires qui reflètent le pouvoir d'achat, je pense que ça deviendra une profession où les gens voudraient faire carrière pour supporter leur famille comme il se doit. Et en ce moment-là, on aura l'armée qui puisse être dissuasive. Mais au-delà de cela, il faut que les forces armées de la RDC puissent avoir aussi droit à la vie après les services actifs. La vie après le service actif, je fais allusion au système de pension. Il faut organiser la retraite de nos militaires pour que, quand ils sortent de là, ils puissent vivre avec dignité. Si on fait ces choses, je suis convaincu qu'on aura donc une armée capable de pouvoir repousser n'importe quelle menace qui vienne donc de n'importe quel pays parmi nos voisins. Très bien. Parlons un peu de nos institutions. Ces derniers temps, on constate quand même qu'il y a... Nos régies financières produisent de l'argent. On essaie un peu d'ajuster les salaires des fonctionnaires. On essaie de mécaniser les nouvelles unités.
on essaye d'ajuster également ou de lutter contre les agents fictifs. Tout ça, est-ce que ça promet? On peut parler du social des Congolais qui est stable aujourd'hui? Bon, je ne connais pas les détails de ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce que moi je peux constater, c'est que depuis un certain temps, le niveau de vie des Congolais n'a pas changé. Le social des Congolais ne s'améliore pas. J'avais suivi avec intérêt l'annonce faite par le gouvernement qu'on augmentait les salaires des fonctionnaires de 30 à 45%. Et j'avais salué cette mesure-là, sauf que je constate aussi que dans les magasins, à l'occasion de cette rentrée scolaire, vous trouvez que les prix des biens et services ont augmenté aussi de 35 à 50%. C'est ce que j'appelle match nul, une illusion monétaire. Donc d'un côté, on semble pouvoir augmenter les salaires des gens et les gens sont contents de recevoir beaucoup plus de billets de francs congolais, mais ces billets-là ne valent rien. Pourquoi? Parce que les prix des biens et des services ont augmenté aussi donc, de 30 à 50%. Ça veut dire que vous avez beaucoup plus de billets aujourd'hui qui représentent votre salaire, mais vous allez dépenser tout plein de tous ces billets-là pour acheter les mêmes articles sur les marchés dont les prix ont augmenté. Et à la fin de la journée, le pouvoir d'achat net n'a pas changé d'un iota. On appelle ça illusion monétaire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je vois aussi qu'il y a des professions, les médecins, les enseignants, les professeurs, qui sont toujours en grève et en discussion permanente avec le gouvernement. Et on n'arrive pas à trouver de solution. J'ai toujours proposé que si on veut que le Congolais puisse avoir un pouvoir d'achat respectable, il faut qu'on négocie le système de salaire minimum garanti, indexé. C'est-à-dire un salaire qu'une fois qu'on a donné à quelqu'un, ce salaire-là lui permet de payer son loyer, d'acheter une maison, de s'acheter une voiture, de s'acheter à manger et des habits, de l'argent. Mais un salaire qui reste donc constant en termes, en valeur réelle, c'est-à-dire pas l'illusion monétaire qui fait qu'on vous donne donc de gros billets, une augmentation des salaires, mais l'inflation arrive à éroder tout le pouvoir d'achat que représente donc cette augmentation de salaire. Donc voilà, moi j'ai toujours proposé ce qu'on appelle le système de salaire minimum garanti indexé, et c'est ça qui pourra nous permettre d'une façon responsable de garantir un pouvoir d'achat conséquent à nos compatriotes qui travaillent dans la fonction publique ou bien dans d'autres secteurs d'ailleurs. C'est compliqué. Voilà. Merci. Chers compatriotes, nous parlons maintenant du mini-plan Marshall, bien sûr, en République démocratique du Congo. Voilà. Maintenant, là, nous abordons le plan Maréchal, le mini-plan Maréchal. Professeur, dites-nous, le mini-plan Marshall, ça concerne quoi concrètement et combien de provinces? Oui, comme vous savez, j'ai élaboré un plan Marshall, connu comme étant le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui couvre tout le territoire congolais et qui vise à sortir le Congo du sous-développement pour en faire un pays émergent en l'espace de 15 ans. Vous savez aussi que le Congo, c'est un grand pays, c'est comme un sous-continent. Ce que je fais, c'est que dans la phase opérationnelle, j'ai subdivisé le grand plan Marshall congolais en mini-plan Marshall, chaque mini-plan Marshall couvrant un groupe de territoires, un groupe de provinces. Nous avons subdivisé le grand projet en 8 mini-plans Marshall. Et le premier mini-plan Marshall donc, couvre les provinces issues du démembrement de l'ancien Kasaï oriental et Kasaï occidental. Donc 5 provinces qui sont la Lomami, le Sankuru, le Kasaï central et le Kasaï oriental. Et je suis allé sur place dans le Grand Kasaï, comme on l'appelle. J'ai passé du temps là-bas et à l'issue de cela, j'ai annoncé les détails du mini-plan Marshall qui couvre non seulement une aide humanitaire urgente, mais également la construction des routes principales qui permettraient la connectivité de ces 5 provinces issues du démembrement du Kasaï oriental et du Kasaï occidental. Mais en plus de cela aussi, c'est qu'il faut faire pour relancer l'économie
non seulement la restructuration de l'Amiba, qui est la plus grande entreprise minière d'antan, mais aussi la récréation ou la réanimation des entreprises qui ont existé dans le temps, mais qui n'existent plus aujourd'hui, comme la Cotongo, l'Onafitex, l'usine de traitement d'huile de palme et des produits dérivés, la mise en place d'une cimenterie à Katanda, mais également à Benakaniki, la mise en place donc des usines de construction, des matériaux de construction, comme des briques cuites de qualité qui ont été fabriquées dans le temps pour construire, par exemple, la paroisse de Chilomba Saint-Jacques. Les tuiles qui étaient utilisées à l'époque venaient d'une usine donc, de traitement ou de fabrication donc, des tuiles à Lusambo. On va réanimer ces entreprises-là, mais la solution au problème éternel d'eau et d'électricité par la construction de 4 barrages hydroélectriques dans le Grand Kasaï, c'est-à-dire Kafumbu en Gananjika, Katende au Kasaï central, Mouchi à Kabinda et finalement Tchala en Bujimaï. En construisant ça, on va régler d'une façon définitive les problèmes d'eau et d'électricité dans le Grand Kasaï et la mise en place des mécanismes de valorisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qui constitueraient donc la base même de l'économie kassaïenne, au-delà donc du secteur minier et l'exploitation ordonnée de certains minéraux, notamment par exemple le pétrole et d'autres minéraux qu'on a identifiés donc dans le Grand Kasaï. Grosso modo, voilà plus ou moins l'idée du mini-plan Marshall pour le Grand Kasaï. Et au-delà de cela, dans toutes les grandes villes du Grand Kasaï, il y aura la construction de ce que j'appelle des marchés modernes. Vous savez que nos populations vivent parfois du commerce. Et du commerce, il faut que ce commerce soit organisé de façon ordonnée, plutôt que de laisser les gens vendre des biens par terre dans des conditions sanitaires très dégueulasses. On va construire dans chacune des villes du Grand Kasaï des marchés publics modernes qui permettent donc de moderniser la vie, permettre aux gens de faire des choses de façon correcte sans pouvoir prendre le risque donc d'attraper des maladies et consorts. Et enfin, la réhabilitation de certaines infrastructures, notamment les écoles, mais aussi les hôpitaux sur l'ensemble du territoire donc kassaïen. Donc voilà, grosso modo, les grandes lignes de ce mini-plan Marshall. Mais au-delà de cela, la mise en place des mécanismes de financement de l'économie. Mécanisme de financement de l'économie qui va comprendre, entre autres, la création des banques commerciales dans le Grand Kasaï, mais aussi la création des banques de développement pour suppléer les banques commerciales dans des secteurs qui sont considérés comme étant beaucoup plus risqués, mais où il n'y a pas d'intervention aujourd'hui donc de services bancaires. Donc, grosso modo, ce plan-là va être mis en œuvre sur une période donc, de 5 ans et va coûter environ 15 milliards de dollars que nous allons mobiliser par une combinaison de techniques, non seulement des contributions venant du budget national, mais aussi la mobilisation des bailleurs de fonds, tant bilatéraux que multilatéraux, étant donné le potentiel que regorge donc le Grand Kasaï. Alors, tout cela va nous permettre de réaliser un certain nombre d'objectifs. D'une part, arrêter définitivement l'exode des Kassaïens vers d'autres provinces. Comme vous le savez, depuis un certain temps, les Kassaïens fuient comme des souris. Ils sortent donc du Grand Kasaï pour aller au Katanga, viennent à Kinshasa ou dans d'autres provinces. Pourquoi? Parce qu'il y a manque d'opportunités dans le Grand Kasaï. Nous allons pouvoir mettre fin à ce phénomène-là en créant des conditions de vie décentes et en mettant en place des infrastructures donc de qualité dans ces milieux-là. De cette façon, les gens vont trouver qu'ils peuvent bien vivre là-bas et ils ne vont pas aller donc ailleurs. Et ça va relancer définitivement de façon durable l'économie et créer des opportunités, non seulement pour les Kassaïens, mais également pour tout le peuple congolais. Ça, c'était un mini-plan Marshall pour le Grand Kasaï. Mais j'ai proposé aussi la même chose pour chaque groupe de provinces. Un mini-plan Marshall pour le Grand Bandundu que je vais annoncer bientôt en allant à Kenge au Bandundu et à Kikwit. Un mini-plan Marshall pour le Grand Katanga. Un mini-plan Marshall pour la Grande Province orientale. Un mini-plan Marshall pour le Congo central, mais aussi un mini-plan Marshall pour le Grand Équateur et la grande ville donc, de Kinshasa. Très bien. Vous venez un peu de bien identifier les problèmes du Grand Kasaï et vous avez même préconisé quelques solutions. Pour le Grand Bandundu, avez-vous déjà identifié le vrai problème? Et si oui, lesquels et quelles sont les solutions que vous comptez apporter? J'ai identifié dans le cadre du plan Marshall national
tous les problèmes dont souffre la République démocratique du Congo. Et j'ai préconisé une solution, j'arrive. Vas-y. Mais maintenant que nous sommes entrés dans la phase opérationnelle, laissez-moi suivre ma logique. C'est que je dois aller sur place, me concerter avec des gens localement et annoncer à l'issue de ces consultations un mini-plan Marshall pour chacun des districts ou chacun des territoires couverts par le mini-plan Marshall qui couvre un certain nombre de provinces. Pour le Grand Bandundu, il y a 3 provinces qui sont issues du démembrement de l'ancienne province du Bandundu. Je vais aller sur place et je vais annoncer les détails de cela pendant que je serai donc au Grand Bandundu. Donc je ne souhaite pas sauter les étapes. C'est ce que je ferai pour chaque groupe de provinces. J'irai dans la grande province orientale. À l'issue de cela, je vais annoncer le mini-plan Marshall pour cette partie du territoire national. Très bien. J'irai au Grand Bandundu, même chose dans le Grand Équateur, même chose dans le Congo central, même chose dans le Grand Katanga, même chose dans le Grand Kivu, la même chose. Et enfin, je vais annoncer le mini-plan Marshall pour la ville-province de Kinshasa. Très bien. Chers compatriotes, vous comprenez, professeur Noël Tchani, le président. J'aimerais vraiment poser cette question. Pourquoi ne pas s'associer au projet des 145 territoires, puisque vous êtes presque dans la même logique? On n'est pas dans la même logique, pas du tout. N'oubliez pas, il faut regarder les programmes des candidats en 2018. J'avais annoncé mon programme de construction de 244 villes et villages modernes sur l'ensemble du territoire national. Ce programme-là, il n'y a aucun autre candidat qui avait un programme similaire. Donc si on a pris le projet de 145 territoires en copiant mon programme, et en changeant simplement le nom, au lieu de l'appeler 244 villes et villages modernes, et en changeant cela pour l'appeler 145 territoires, c'est leur affaire. Mais le contenu est très différent. Le contenu de ce projet auquel vous faites allusion, ça ne va rien changer. Je ne vois pas comment on va régler les problèmes donc, du pays avec 10 millions de dollars donnés à chaque territoire. Je ne vois pas comment ça va se faire. Mon programme est très réaliste. Ça totalise 1000 milliards de dollars sur 15 ans pour transformer fondamentalement le pays. Je ne veux pas faire des programmes qui, avant le programme, égalent à la situation après le programme. Donc, je souhaite bonne chance à ceux qui ont copié et qui parlent donc de 145 territoires. Je leur souhaite bonne chance. Mais ce n'est pas un programme similaire à celui que j'avais conçu au départ et qui va bouleverser le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Avec ce programme, nous comprenons directement que Noël Tchani voudrait encore briguer la magistrature suprême pour mettre ça en musique. Non, rien n'est exclu. Nous devons tout le temps regarder notre pays pour savoir est-ce que nous sommes sur la bonne voie ou pas. Si le pays était sur la bonne voie, on va dire, bon, nous allons tous applaudir. Mais pour l'instant, je ne suis pas convaincu que nous soyons sur la bonne voie. La gouvernance, elle est médiocre. La gouvernance et l'état de droit sont médiocres. On arrête des gens, on les met en prison, on les sort et ils deviennent comme si rien n'était. L'état de droit n'est pas seulement condamné, monsieur le président. Non, mais j'arrive. Mais il faut prêcher par l'exemple. Si on arrête des gens, on les met en prison, ils sortent et puis ils deviennent comme si rien n'était, au vu aussi de tout le monde, ça veut dire que la gouvernance ne s'est pas améliorée. Vous parlez du budget national, un budget qui est aujourd'hui de 11 milliards de dollars et qui a des difficultés à pouvoir augmenter davantage. Vous savez pourquoi? Les gens se sont habitués au slogan. Et ils ont réalisé que si vous volez, on vous met en prison, patientez simplement, vous allez sortir de là. Donc nous prenons la mise en place d'un état de droit et de la bonne gouvernance qui n'aura aucune pitié à l'égard des détourneurs de fonds publics, à l'égard de fraudeurs, des corrompus, des corrupteurs. Jusqu'à présent, j'ai peur, au risque de me tromper, qu'on n'a pas donné cette leçon-là de la façon que les gens puissent réaliser que les choses ont changé. J'ai peur que nous soyons en train de répéter les mêmes histoires, mais avec des slogans différents. Et moi, je ne m'inscris pas dans cette logique-là. C'est vrai. Donc vous êtes le seul qui dit aujourd'hui que rien ne marche, puisque c'est presque tout le monde qui constate qu'il y a un changement. Dis-moi, vous dites qu'il n'y a rien. Je leur souhaite bonne chance, ceux qui constatent qu'il y a du changement. Mais quand vous allez à l'intérieur du pays, les slogans que vous faites à Kinshasa s'arrêtent à Kinshasa. C'est vrai. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'à l'intérieur du pays, là où j'ai passé du temps, il n'y a même pas de bus Transco. Mais vous passez votre temps ici à dire, oh, on a fait ceci avec autant de bus de Transco et consorts. Là-bas, il n'y a ni route, ni chemin de fer, ni eau, ni électricité. Il n'y a ni travail.
les conditions sont dégueulasses et les gens, ils ont raison de pouvoir quitter, de faire l'exode pour aller vers des territoires qui sont considérés comme étant plus nantis, plus prospères. Or, la majorité des Congolais, elle vit à l'intérieur du pays. Cet intérieur du pays n'est pas altéré d'un iota par rapport à ce que nous avons connu avant 2018. Par conséquent, moi, je ne suis pas heureux, je ne suis pas content de constater cela. Je pense que nous devons faire mieux et plus pour arriver à changer fondamentalement le vécu quotidien de nos compatriotes. Pourquoi pas ne pas faire revenir Joseph Kabila aux affaires du fait que ses adeptes disent même qu'aujourd'hui la situation est devenue chaotique et sa femme nous précise que Joseph Kabila est le porte-bonheur. Bon, je ne sais pas pourquoi vous résumez donc la situation du pays à un individu. Joseph Kabila, il vous a dit qu'il veut revenir au pouvoir. S'il veut revenir au pouvoir, dites-lui qu'il annonce publiquement qu'il est candidat à l'élection présidentielle et nous allons lui répondre à ce moment-là. Mais il ne faut pas lui prêter des mots ou des paroles qu'il n'a pas dites. Moi, je considère que notre pays doit pouvoir évoluer. Une fois qu'on a été président de la République, on doit prendre sa retraite et aller faire autre chose. Mais continuer à tourner notre République autour d'un individu ou de deux individus, je crois que c'est vous les journalistes qui faites un mauvais travail pour ce pays-là. Donc Joseph Kabila n'a pas dit qu'il va être candidat à la présidence. Il faut le laisser tranquille là où il vit, qu'il vive en paix. Moi, quand je serai président de la République, je mettrai en place un système de consultation trimestrielle où, en tant que chef de l'État, je vais recevoir les anciens chefs de l'État pour écouter leur avis et intégrer ces avis-là, leur avis, dans la formulation des politiques dont mon gouvernement sera responsable. C'est comme ça qu'on peut faire usage des anciens chefs de l'État. Je mettrai aussi en place un système où on utilise les anciens chefs de l'État en les envoyant dans des missions ponctuelles. Regardez l'exemple du Nigeria. Les Congolais sont tout à fait contents de voir le président Obasanjo venir ici s'intéresser aux problèmes congolais. Mais ils oublient que le Nigeria fait usage de ses anciens chefs de l'État comme Obasanjo en les envoyant dans des missions ponctuelles comme celle de la RDC ou bien l'ancien président Goodluck Jonathan. C'est comme ça qu'on doit utiliser les anciens chefs de l'État. Mais ici, on dirait que on n'a que des aveugles qui n'apprennent pas de l'expérience des autres. Moi, je ferai usage des anciens chefs de l'État, en les rencontrant tous les 3 mois pour écouter leurs avis sur les questions d'intérêt national. 2, maintenant, en leur donnant confiance des missions spécifiques, ponctuelles, où ils peuvent être utiles au pays, mais également au continent. Et si nous faisons ça et que nous avons 2 ou 3 anciens chefs de l'État congolais, qu'on déploie de cette façon-là, c'est le Congo qui gagne. Au-delà donc des individus. C'est comme ça qu'on devrait travailler avec eux. Dernière question, que dites-vous, ou bien, voilà, que dites-vous aux gens qui spolient les maisons de l'État? Bon, la spoliation, elle est tout à fait mauvaise. Moi, je suis victime de cela. Vous avez suivi le reportage de TV5 Monde sur ma parcelle qui est située sur le boulevard Tchatchi qui a été spoliée. Okay. Et nous sommes au tribunal depuis ce temps-là. Et les juges qui avaient rendu des décisions manipulées au profit des individus qui se cachent d'ailleurs. Et ces juges-là, je les amène au tribunal dans une procédure qu'on appelle la prise à partie. Prise à partie, c'est-à-dire, vous avez perdu un procès, vous amenez les juges au tribunal pour qu'ils justifient leur décision. Et devinez quoi? Ils sont en train de se cacher. Ce sont des juges de la cour d'appel de Matete. On a notifié d'eux qu'ils sont convoqués au tribunal pour venir se justifier. Il y a un qui se cache. Imaginez lorsqu'un juge rend une décision et qu'il commence à se cacher lorsqu'on le convoque au tribunal pour qu'il vienne justifier sa décision. Ça montre très clairement que c'est une décision inique. Donc, la spoliation immobilière, c'est une monnaie courante ici en République démocratique du Congo. Et tous ceux qui se livrent à ce genre d'activité doivent être sanctionnés sans pitié. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. À plus tard. L'audit est un concept général qui renvoie à toute évaluation indépendante des opérations et du fonctionnement du contrôle interne d'une organisation, notamment une entreprise, afin d'avoir l'assurance raisonnable du respect des politiques, des procédures et des normes qui régissent une activité avec la vérification, l'efficacité de l'allocation des ressources rares par nature, en vue de l'atteinte des objectifs. L'audit classique est pluridisciplinaire car il concerne toutes les fonctions de l'entreprise
et pas seulement la fonction financière qu'il serait dangereux de réduire à la seule trésorerie. Il peut concerner l'organisation, les opérations, l'administration, les finances, la stratégie ou les approvisionnements, etc., etc. L'audit du portefeuille sur les entreprises publiques est un audit externe qui s'inscrit dans cette logique classique pluridisciplinaire et aboutit à la production d'un rapport critique après observation du principe du contradictoire, rapport mettant en évidence les dysfonctionnements relevés, les négligences coupables ou même les fraudes, dans le but de les corriger et pourquoi pas les sanctionner afin d'envisager le redressement de ces entreprises publiques. Les avantages de l'audit classique sont nombreux, parmi lesquels un diagnostic global ou restreint de l'entreprise, une évaluation indépendante des compétences de gestion au sein de l'entreprise, à tous les niveaux, la mise en place de mesures correctives, y compris les sanctions, une évaluation objective des mandataires publics. Les recommandations formulées à l'issue de l'audit constituent la valeur ajoutée attendue de tout auditeur en conclusion de sa mission d'audit, bien sûr, auprès d'une entreprise, ce qui est loin de ces sanctions pénales. Ce que dit la loi, plutôt l'ordonnance de 1987, créant l'IGF tel que modifié et complété en 2020, sur la présence de l'IGF dans les entreprises du portefeuille, c'est l'encadrement permanent dont elles peuvent faire l'objet, étant donné qu'elles rentrent dans le champ de sa compétence au titre d'actifs publics matérialisés par une participation financière de l'État. Cette présence quotidienne de l'IGF dans les entreprises publiques semble ainsi juridiquement justifiée, mais ne constitue pas moins une gêne pour le fonctionnement courant de l'entreprise, tout en constituant un obstacle à l'exercice de leurs attributions pour les autres organes de contrôle de l'État sur les entreprises publiques comme le CSP. Ce que l'IGF gagne dans les entreprises, c'est notamment sa popularité, mais aussi les gains financiers comme aviseur lors des nombreux redressements fiscaux auxquels elle se livre légalement à charge des entreprises. Des taux de 50% des droits et taxes éludés sont annoncés. L'audit classique est limité dans le temps, notamment en fonction de son caractère spécifique, limité à quelques domaines précis ou global. En moyenne, il faut compter entre 30 et 45 jours, selon les termes de référence. Le fait de juger de l'opportunité des décisions ou de dépenses à faire, l'IGF joue le rôle d'un organe de tutelle non prévu par le statut ni par la loi. La présence de l'IGF remet en cause toute la politique de réforme initiée par le gouvernement en donnant plus de responsabilités aux mandataires. Le problème ne s'arrête pas au niveau d'encadrement, mais de la sanction et de la récupération des sommes éventuellement détournées. Aucune personne sanctionnée sur base du rapport de l'IGF n'a été condamnée ni retourné les fonds supposés détournés. Que gagne l'IGF dans les entreprises, chers compatriotes? À l'heure des charges, il convient de relever que les entreprises ne le payent pas. L'IGF d'ailleurs n'en a pas besoin au regard de gains qu'elle lui retire du fait de sa présence. Elle cherche, à travers les documents, les fraudes aux taxes et autres impôts, car elle apparaîtra comme aviseur.
il semble qu'elle aurait gagné 5 millions de dollars américains à la Gécamine dans une telle opération. Fantastique. Elle a obtenu un paiement par AFEC, partenaire de l'État, dans sa CIM. Un paiement de 12 millions de dollars américains. Des pas de porte au moment où l'État faisait l'évaluation de l'accord et envisageait même le paiement du solde des pas de porte. L'IGF a sauté dessus et a obtenu le paiement pour obtenir en retour une prime d'aviseur. Vos enquêtes, bien sûr, vous permettront aussi, chers compatriotes, de savoir combien l'État lui a rétrocédé. Ah oui. La présence de l'IGF, outre ses rôles de contrôle, fait son propre lit. Chers compatriotes, découvrez ensemble avec moi. Il faudra qu'elle soit contrôlée aussi pour savoir ce qu'elle fait, d'autant avec toutes ses ressources. C'est très important. L'IGF peut financer même certaines structures de l'État avec ce qu'elle gagne. Il suffit de lire l'article 12 de l'ordonnance du 24 septembre 2020 pour s'en convaincre que c'est une institution qui amasse beaucoup d'argent. Si l'État veut être sérieux, il doit mettre des mandataires qui soient capables d'être motivés pour rentabiliser nos entreprises. Selon le principe de bonne gouvernance, les mandataires sont appréciés sur base de leurs résultats et non des injonctions politiques, ni des attitudes à les infantiliser. L'attitude de l'IGF remet en cause même la vision du chef de l'État, car c'est lui qui nomme le mandataire. On doit prévoir des sanctions positives et négatives. En faisant cet encadrement éternel, ça devient contre-productif et les entreprises restent dans la léthargie et ne pourront pas chercher à être rentables car la décision se prend ailleurs sur base des caprices de l'IGF qui est même interdite de s'immiscer dans la gestion des entreprises contrôlées. Article 2, alinéa dernier du texte de 2020. La raison principale de sa présence éternelle, c'est plus lié à son intérêt de récupérer les recettes pour elle. Même la DGI se plaint, car l'IGF fait le contrôle au second degré et le redressement alors que ces contrôles étaient effectués par la DGI. Il faudra faire attention à ce que cette recherche effrénée des gains par l'IGF ne gêne pas à la longue la maximisation.